Le journal, je vous en rappelle quelques titres. La manifestation des parents d'élèves devant l'inspection académique du Gard. On reviendra aussi sur le festival Itinérance, la semaine nationale de l'artisanat. Et ce soir, le journal vous est présenté par Christophe Chez. On a un invité en fin de journal, Christophe. Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Avec nous dans ce journal, Pascal Binelli, qui est le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous évoquerons donc cette semaine nationale de l'artisanat qui s'étale jusqu'au 20 mars 2009. Jeudi, une grande manifestation est prévue au niveau national. Malgré cette annonce, le Premier ministre François Fillon a indiqué cet après-midi qu'aucune enveloppe supplémentaire ne serait versée après les 2,6 milliards d'euros de mesures sociales annoncées par le président de la République lors du sommet social du 18 février dernier. Pourtant, en coulisses, la contestation gronde, notamment dans le milieu de l'éducation, avec le maintien de la mobilisation des parents d'élèves du primaire, notamment contre les réformes prônées par le ministre Xavier Darcos. À Nîmes, plusieurs de ces parents d'élèves ont manifesté en début d'après-midi devant le siège de l'inspection académique du Gard afin de faire entendre une nouvelle fois leur voix aux côtés des enseignants dont ils se sentent totalement solidaires. Alain Bonnet les a rencontrés. École en danger, parents, enseignants, réagissons. L'avenir de nos enfants en dépend. Tel était le slogan de la manifestation qui regroupait 8 écoles élémentaires de Nîmes et des environs devant l'inspection d'académie ce mardi après-midi. Ben oui, on retourne à la case départ, c'est-à-dire que nous militons les réformes d'Arcos, c'est-à-dire la suppression du RASED, les enseignements qui veulent être trop courts, les jardins d'éveil qui veulent être payants, la suppression des classes de 2 ans et 3 ans, toutes les réformes d'Arcos en fait, tout ce qui englobe les réformes d'Arcos. Des enseignants mécontents, des parents inquiets de sauver l'école publique laïque et gratuite. La diminution des postes des enseignants, il y a beaucoup de gens qui sont concernés aussi par les fichiers, les évaluations, par le droit de grève qui est en train de se perdre. Donc nous, ce qu'on a fait pour soutenir les maîtres et les maîtresses de notre école, c'est qu'on a fait une grève des parents. Voilà. À savoir qu'au début, on pensait que ça allait peut-être pas marcher, mais qu'en fait, c'est un grand succès et qu'il y a plus de la moitié des enfants, c'est-à-dire 97 enfants sur 150 qui n'ont pas été à l'école aujourd'hui. L'inspection d'académie reste dans le collimateur de certains enseignants, très déçus. Donc il y a eu un certain nombre de pressions sur des parents d'élèves, sur des directeurs, et on trouve ça absolument inadmissible. Pour nous, l'inspection n'a pas à mettre la pression sur les directeurs quand c'est les parents qui occupent l'école. Les directeurs ne sont pas concernés, n'ont pas leur mot à dire, c'est les parents qui occupent l'école. Et encore moins faire des pressions, appeler des parents sur leur téléphone portable, leur demander d'arrêter. Si l'inspection d'académie a reçu la délégation, à la sortie, rien n'a changé. On retourne à la case départ. Les actions vont se poursuivre et se multiplier. C'est ce qu'ont décidé à ce jour les parents d'élèves et les enseignants. Et au cœur de l'actualité, la poursuite de la semaine nationale de lutte contre le cancer qui se déroule jusqu'à dimanche prochain. Cette année, la Ligue nationale contre le cancer a choisi pour angle la promotion de l'exercice physique, une communication justifiée par la reconnaissance progressive des vertus de ce sport dans la lutte contre ce fléau. En marge de ces messages, la recherche ne baisse pas la garde avec le maintien de fonds alloués en direction des équipes de chercheurs régionaux et des conseils scientifiques départementaux. Des financements variés avec une seule et même finalité, élargir la gamme de propositions pour enrayer le cancer. Les explications au niveau gardois dans ce sujet signé Alain Bonnet. Dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre le cancer du 16 au 22 mars, le comité du Gard de la Ligue contre le cancer a remis à 3 chercheurs régionaux des chèques de montant global de 50 000 €. Toutes les équipes de recherche en France, d'ailleurs, sont soutenues quand même par les ministères concernés, que ce soit l'université, la recherche, à travers ces organismes, que ce soit CNRS, INRA, INSERM, etc. D'autre part, des associations comme la Ligue nationale contre le cancer attribuent des fonds au niveau national à des équipes de recherche localisées dans les régions et des conseils scientifiques régionaux
qui sont issus des départements ajoutent un surplus de financement dans les équipes qui appartiennent à la région. C'est le cas pour le comité du Gard qui vient aujourd'hui de soutenir 3 équipes de recherche. Comment se fait l'attribution qui aide à financer les recherches? De l'ensemble des projets qui sont envoyés, il y aura un classement qui sera fait. Et en fonction du budget attribué au Conseil scientifique régional par les départements, eh bien, les premiers classés recevront les moyens de leur projet jusqu'à concurrence du budget prévisionnel qui a été attribué au Conseil scientifique régional. Si aujourd'hui ce sont 3 chercheurs montpelliérains qui ont bénéficié d'une enveloppe, il faut savoir que Nîmes et Montpellier sont en fait qu'une seule et même entité. Nous évoquions à l'instant la semaine nationale de lutte contre le cancer. Une autre opération se déroule actuellement en France dans un tout autre registre avec la suite de la semaine dédiée à l'artisanat. Cette année, la 8e édition de cette opération est consacrée au commerce de proximité à Nîmes. Comme partout dans le Gard, la Chambre des métiers et de l'artisanat multiplie les initiatives afin de rendre plus lisibles ces actions. Au centre des ateliers proposés, ce matin, une communication en direction des porteurs de projets en création, également appelés auto-entrepreneurs. Une séance pour mieux comprendre le monde de l'entreprise, sa fiscalité ainsi que son mode de fonctionnement. Alain Bellon nous en dit plus. Artisanat, compétences et proximité sont les thèmes de la Semaine nationale de l'artisanat. La Chambre des métiers du Gard organise sur tout le département des sessions d'information sur l'apprentissage, la création et la reprise de l'entreprise. Ce mardi matin, des porteurs de projets étaient réunis. Tous avaient des doutes et des questions sur comment créer mon activité. Il se pose beaucoup de questions, il est très inquiet, il arrive sur des éléments qu'il ne connaît pas, que ce soit en termes de vocabulaire, que ce soit la comptabilité, la fiscalité, donc il est très inquiet sur son marché, sur son environnement, sur l'aspect social fiscal. Donc nous essayons point par point d'aborder tous ces éléments-là pour démystifier dans certains cas, approfondir dans d'autres pour faire montrer du doigt qu'on ne crée pas comme ça. Et qu'il faut vraiment d'abord se poser les bonnes questions. Différents régimes fiscaux pour l'entreprise existent, mais le nouveau statut de l'auto-entrepreneur est pour certains une manière de rentrer dans le monde de l'entreprise. C'est vrai que depuis le début de l'année, on a une demande très importante. Pour nous, c'est un régime particulier. Derrière, de toute façon, ce statut se cache normalement une activité. Donc nous le traitons comme un porteur de projet d'entreprise traditionnelle en essayant de l'accompagner au mieux de sa réflexion, bien montrer que dans certains cas de figure, suivant la nature des projets, suivant la situation de la personne, ce n'est pas un régime adapté. Pour certains, oui, pour d'autres pas. L'Internet a été pour certains créateurs de projets la première étape dans leur recherche. Moi, j'ai commencé par le net, par me renseigner sur le net et on voit tout et un petit peu n'importe quoi. Donc là, dans le cadre, ça recadre un petit peu toutes les informations qu'on peut avoir. Les questions portent surtout sur l'auto-entrepreneur, qui est le nouveau statut juridique. Donc oui, il y avait on a eu pas mal de réponses. J'ai regardé un petit peu sur l'internet et que je me suis informé sur d'autres gens là qui m'ont dit qu'il y a la création d'entreprise qui est auto-entrepreneur, qui a une possibilité de travailler libéralement. Toujours motivé pour la création d'une entreprise. Oui. Je me trouve qu'il y a un peu de liberté pour le travail. Bien sûr, à fond. Pas de problème, oui. Surtout, on se sent aidé et on sent qu'on ne lâche pas dans la nature comme ça. Et pour évoquer cette semaine nationale de l'artisanat au niveau du département du Gard, nous recevons, je l'ai dit ce soir, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard, Pascal Binelli. Rebonsoir. Donc, en regardant ce sujet, on se rend compte de la diversité des missions de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Elle répond finalement à une véritable mission de service public auprès des jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'il existe un cadre idéal d'accompagnement ? Le cadre idéal,
je crois qu'on le fait depuis un certain nombre d'années. L'encadrement, c'est d'une part, comme vous l'avez vu à travers ces témoignages, de la sensibilisation, de l'information, de la sensibilisation, du conseil, de l'orientation et un accompagnement personnalisé. Une chambre de métier, quelle qu'elle soit, ce n'est pas simplement une chambre où on vient s'inscrire et se radier. C'est un accompagnement de la vie, de l'entreprise, et ce, tout au long, au fur et à mesure de ces étapes. On est là pour l'accompagner et l'aider à se développer et à prospérer. Quel est le profil du public que vous recevez actuellement dans le cadre de cette semaine de l'artisanat? Alors, dans cette semaine, il y a deux volets. Il y a le volet, comme on l'a vu à travers les témoignages, sur les porteurs de projets. Il y a un volet également au niveau du centre de formation, au niveau des jeunes. Et puis, on a aussi une signature d'une convention avec la mission locale jeune, où effectivement, nous sommes là, où on travaille ensemble pour accompagner et sensibiliser les jeunes, pour les insérer dans le monde de l'artisanat. Donc ça se passe par à la fois une écoute de leurs projets ou éventuellement de leurs futurs projets, et un accompagnement, une sensibilisation, et puis mettre en œuvre avec eux un plan d'action spécifique par rapport à leurs besoins et leurs attentes, et faire le lien avec une insertion dans le monde professionnel qui est celui de l'artisanat, qui est un véritable ascenseur social. Aujourd'hui, en termes de communication, quelles sont les idées reçues, on va dire, sur le monde de l'artisanat? Alors je crois qu'on a énormément souffert pendant des années sur la dévalorisation des métiers. Je crois qu'on a su démontrer au fil du temps que l'artisanat, finalement, on arrivait à sortir son épingle du jeu, à se développer, à prospérer. Je crois que si l'artisanat se développe aussi rapidement, c'est aussi grâce à cela que les gens s'intéressent de plus en plus, ont pu voir qu'effectivement, ils pouvaient faire quelque chose de leur vie professionnelle. On a aussi un public de gens qui ont des profils de niveau supérieur, qui s'intéressent sur la reprise d'entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important pour assurer à la fois la pérennité des structures. Aujourd'hui, on a à peu près 15 000 établissements dans notre département. Et c'est vrai qu'on a besoin d'assurer à la fois le renouvellement des secteurs par les départs à retraite et aussi les développements. Donc on a gagné 1500 entreprises de plus sur 18 mois. C'est une belle performance. Je pense que ça a souligné. On aura certainement un rythme de développement moins soutenu par rapport à la conjoncture économique, mais pour autant, on reste sur une progression constante. Particularité de cette semaine au niveau du département du Gard, avec la multiplicité des rendez-vous au sein du département. Hier à Bagnols-sur-Cèze, demain à Méjeanne-les-Alès. Quelle est la spécificité de la cartographie de l'artisanat dans le Gard? Alors effectivement, on découpe le territoire en quatre bassins. On a le bassin limois qui est le plus important puisqu'on enregistre quasiment 50% du nombre d'établissements. Après vient en seconde place le bassin alésien, le bassin bagnolais et le Vigan. Alors pourquoi? D'une part, on assure des permanences dans tous ces territoires pour la proximité. Donc c'est un engagement qu'on a souhaité depuis un certain nombre d'années. Donc on va au contact direct avec l'entreprise. On est prêt à avoir des rendez-vous spécifiques sur les territoires un peu plus éloignés si le besoin ça fait sentir avec le minibus. Donc on est vraiment au cœur de la demande. Alors effectivement, vous illustrez, donc on a un centre de formation qui est sur Nîmes. On fait aussi avec le centre de Méjeanne-les-Alès qui est dédié au secteur du bâtiment. Donc sur Nîmes, on a les services, les métiers de bouche, les métiers d'art et j'en oublie un, excusez-moi, les services, voilà, les services. Donc on a besoin d'ouvrir nos portes pour découvrir. Donc là, demain et après-demain, justement, la découverte du CFA. Donc c'est des opérations totalement gratuites, comme on a pu voir sur les dossiers de sensibilisation. En direction des jeunes, des familles. En direction des jeunes, des familles, puisqu'il faut qu'on s'ouvre de plus en plus, malgré la communication que l'on fait depuis un certain nombre d'années. Je crois que la communication s'entretient et on le fait on le fait plusieurs fois par an, et notamment dans la semaine de l'artisanat. Donc demain, mercredi et jeudi, ces journées portes ouvertes au CFA. Découverte de ces ateliers photographie, coiffure, prothésiste dentaire. On voit la palette est très variée. Et très très vaste, tout à fait. Un dernier mot, Pascal Vignelli, vous êtes serrurier ferronnier, je crois, à Générac. Qu'est-ce que vous a apporté l'artisanat d'un point de vue professionnel, mais aussi humain? Alors, l'artisanat, je crois qu'on entend souvent dans la bouche des artisans, de la famille de l'artisanat, et je crois que c'est ce qui ressort souvent. Et c'est une réalité, on se sent, vous savez, il suffit de regarder un petit peu les véhicules ou les vitrines des magasins, et on voit l'autocollant de l'artisanat régulièrement sur toutes ces... Et je crois que ça témoigne un petit peu de cette affection de dire, voilà, je fais partie d'une famille, de la famille de l'artisanat. Donc il y a souvent cette identité qui ressort, et puis souvent, notamment sur ce plateau, où certains artisans ont
pu l'exprimer, c'est souvent le mot passion qui ressort. Je crois que ce qui anime beaucoup d'entreprises et de chefs d'entreprise, c'est la passion de leur métier et l'amour de leur métier. On rappelle donc jusqu'à vendredi la suite de cette semaine de l'artisanat au niveau du département du Gard. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, Pascal Binelli. Je rappelle, vous êtes le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Gard. Encore méconnue du grand public, la microassurance est en train de se développer. Celle-ci concerne l'assurance vie, la santé, l'incapacité ou l'invalidité, mais aussi les biens mobiliers ou encore les récoltes, créées en direction des plus faibles revenus ou des personnes qui ne bénéficient pas de protection sociale. La microassurance propose un autre profil de couverture pour les particuliers. Plusieurs étudiants en assurance manifestent un intérêt croissant pour ce nouveau système qui leur était présenté ce matin au lycée Montory Albert Camus. Les détails et les témoignages au micro d'Alain Bonnet. Après la faculté Vauban, c'est au lycée Albert Camus que s'est exprimé le consultant en assurance, Marc Nabev, sur la microassurance. Donc la microassurance est classiquement définie comme une assurance essentiellement destinée aux populations à faible revenu. Alors dans les pays en développement ou émergents, on comprendra que cette notion de faible revenu est très très large et dans la réalité on va cibler aussi bien des populations proches de la ligne de pauvreté que les classes moyennes, basses et émergentes qui n'ont aucune protection sociale ou couverture assurantielle. Donc ça se traduit par le fait qu'en cas de décès, d'hospitalisation, de coût des funérailles, de tous les sinistres qui sont les nôtres dans notre société mais dont nous allons... pour lesquels nous sommes couverts, se traduit chez eux par une spirale de la pauvreté qui peut s'enclencher. Donc on essaye de proposer des couvertures assurantielles, mais en partant d'une approche sociologique, sachant qu'on ne peut pas plaquer nos propres modèles de couverture des risques et nos méthodologies sur ces réalités qui sont complètement différentes. Des étudiants de la licence professionnelle chargés de clientèle en assurance semblent séduits par ce type d'assurance qui tient à protéger les plus démunis. En fait, ici, il y en existe pas trop. Et nous, c'est vrai qu'en cours, on ne l'a pas trop étudié. C'est pour ça qu'on a invité M. Nabet pour nous en parler. C'est intéressant comme domaine. Je trouve que c'est très, très intéressant. Puis ça permet à des personnes à faible revenu de bénéficier aussi d'une couverture en cas de sinistre ou de décès dans la famille proche. C'était vraiment un domaine qui m'intéressait, qui me semble va beaucoup se développer dans les années à venir, mais également l'aspect commercial, où donc nous voyons beaucoup le contact avec le client. Le métier était en train de s'élargir. Après, il y a beaucoup plus de professions qui sont en train de se développer dans l'assurance, notamment les banques, et inversement. La semaine dernière, nous évoquions dans ce journal la tenue de la 27e édition du festival Itinérance d'Alès, une manifestation cinématographique à laquelle notre spécialiste du 7e art a assisté. Vendredi dernier, Sandra Corvelloni, la comédienne brésilienne récompensée l'an passé à Cannes, s'est tout spécialement déplacée à Alès pour lancer le festival et présenter le film Une famille brésilienne. Loin du carnaval de Rio, c'est tout de même sur des rythmes endiablés du Brésil que le festival alésien a débuté. Récit de cette soirée avec Marlène Laroche. Une ouverture en fanfare pour la 27e édition du festival Itinérance d'Alès. Au programme des avant-premières, des inédits, une thématique sur la route et une compétition de court-métrage. C'est Sandra Corvelloni qui succède à Claudia Cardinal pour l'ouverture du festival. Cette comédienne d'origine brésilienne a reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour son rôle de mère courage dans Une famille brésilienne de Walter Salles et Daniela Thomas, projetée en ouverture du festival. Nerveuse, parce que j'ai une grande responsabilité de porter ici. Ce film est spécial pour moi. Et Walter Salles et Daniela Thomas ont travaillé beaucoup. Ils ont dit, Sandra, s'il vous plaît, c'est va seule. Et oui, seule Sandra Corvelloni. Walter Salles, qui était attendu cette année, viendra l'année prochaine pour une rétrospective de ses films. En attendant, autre événement pour cette édition 2009, la venue de Raymond Depardon, qui est l'un des nombreux invités du festival. Un hommage lui est rendu avec la projection de ses documentaires sur le monde paysan. Également, une exposition photographique organisée par la région est inaugurée en sa présence au musée PAB d'Alès. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à être dans cette région. C'est une région très riche que je découvre parce que finalement,
J'ai l'avantage de ne pas être né ici, donc du coup, je suis curieux d'aller voir un peu. Bon, c'est vrai que j'ai tourné Profil paysan, la vie moderne, dans les Cévennes. Ils reçoivent toujours les bras ouverts parce que ça fait 10-15 ans que je les connais. J'ai l'embarras du choix, hein, parce qu'il y a les plaines, il y a le littoral, il y a la petite montagne, la grande montagne. Je ne mets pas d'être humain sur mes photos. Donc je fais des photos sans personnage. Il faut que les gens vivent. Et s'ils vivent bien, bah, la photo sera bonne au fond. Plus de 200 films vous sont proposés au festival Itinérance d'Alès jusqu'au 22 mars. Travelling arrière et la programmation à venir pour ce 27e festival Itinérance d'Alès avec ce soir une soirée méditerranéenne qui verra la projection du film Je veux voir ainsi qu'un concert très attendu de Yass à partir de 21h au cratère d'Alès, le tout dans une ambiance pop et underground. Les jours s'allongent et le printemps frappe à notre porte, une saison privilégiée pour annoncer les affiches des férias qui s'activent en coulisses. À Palavas-les-Flots, à l'ombre des arènes Manuel Benítez et le Cordobès, ce sont toutes les traditions taurines qui se conjuguent pour le plus grand bonheur des aficionados et du grand public. Cette année encore, un programme de choix a été concocté avec une royale de Cuillé, un spectacle de recortadores ou encore la présence entre autres d'Enrique Ponce et d'El Juli sur le littoral héroltais. Une feria qui s'est annoncée comme chaque année dans un habit de fête lors de 3 soirées enjouées. Si vous n'étiez pas présent, je vous propose de les découvrir. 2 corridas d'étoiles, 2 courses camarguaises, un spectacle équestre et un spectacle de recortadores, tel est le programme de choix qui va animer les jours et les nuits de Palavas-les-Flots à l'occasion de la 12e édition de la Feria de la Mer qui se tiendra du 30 avril au 10 mai 2009 dans l'enceinte et sur le champ de foire des arènes Manuel Benítez et le Cordobès. Je crois qu'il y a eu un gros travail de fait, qu'il y a eu surtout une consolidation de ces ferias qui ont pris maintenant à Palavas-les-Flots et qui sont incontournables. C'est pour cela que la population palavasienne et la population autour de Palavas vient, parce qu'ils savent maintenant que nous avons des cartels de qualité, dignes des grandes places. Une feria qui mise depuis des années sur le mélange des traditions taurines et leur nécessaire alliance. Vous avez vu que nous avons fait la place à la corrida, très importante, mais la place aussi à la course camarguaise, qui est essentielle dans notre ville. On pensait que ça serait difficile à faire fonctionner ensemble, mais au contraire, je crois que la corrida fait vivre la course camarguaise et la course camarguaise fait vivre la corrida. Côté taureau, des cartels de luxe avec la présentation d'Enrique Ponce dans la cité héroltaise et qui lidiera le 1er mai des taureaux de Juan Pedro Domecq aux côtés de Javier Conde et Juan Bautista. Une semaine plus tard, le 8 mai, une autre affiche de haut niveau avec Julio Aparicio, El Juli et César Jiménez, ce dernier qui effectuera également sa présentation à Palavas devant du bétail de Santiago Domecq. Une feria qui fera également la part belle à la course camarguaise. La course camarguaise a une part belle dans la feria et avec des plateaux, je dirais, aussi de haute qualité, puisqu'on aura quand même un Renoir qui était prétendant au Bio d'Or. On a là au concours de manade 3 taureaux qui étaient à la finale du Trophée des As, Vidourlin, Matisse, Rodin. Présentée samedi soir à la Salle Bleue de Palavas-les-Flots, l'affiche de la feria sera l'œuvre cette année d'un inconditionnel de la corrida, le photographe et ex-footballeur vedette Eric Cantona. Eric est un ami depuis longtemps et je le titille pour qu'il me fasse l'affiche de la feria depuis qu'il fait des photos de corrida. Ça a failli se faire l'année dernière, pour des raisons de planning on n'a pas pu, et cette année voilà, il nous propose une affiche. Pour nous à Palavas, avoir une affiche signée Eric Cantona, c'est un grand honneur. Et Eric sera là le week-end du 8 mai, il n'est pas là le premier week-end, il sera là le week-end du 8 mai, et il fera honneur à son affiche, je l'espère. Mais la feria de Palavas est aussi la fenêtre ouverte sur les espoirs de demain, avec une capea et une becerrada qui ont été proposées aux nombreux spectateurs de la Salle Bleue, et qui ont permis à 2 élèves du centre de tauromachie de Nîmes, Alejandro Rubio et Jordi, d'estoquer leur premier bécerro en public. Preuve que la Feria de la Mer fait la part belle aux toreros accomplis, sans pour autant oublier les espoirs taurins de demain. Et puis toujours au niveau tauromachie, sachez que la collaboration professionnelle entre Victor Mendes et le jeune torero espagnol Palomo Danco est d'ores et déjà terminée, alors que cette union professionnelle avait été scellée au cours de cet hiver. Motif invoqué avant le début de la saison, des divergences entre les deux hommes sur l'organisation de la temporada à venir.
Voilà pour l'information de ce mardi 17 mars, Frédéric. Merci Christophe. Votre soirée Croco Hebdo à 21h avec au programme, Christophe. Rendez-vous à 21h pour cette émission présentée par Pierre-Paul Castelli. Comme invité, le défenseur du Nîmes Olympique, Ludovic Liron, et puis un ancien grand nom des Crocos, le gardien Philippe Debatty, aujourd'hui reconverti dans l'entraînement. Suivi du match à 22h, Nîmes face à Strasbourg. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Télémiroir. Au revoir.